Salut les amis marins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est un entretien avec un autre blogueur nautique, avec une autre blogueuse nautique, c'est Catel du blog Les Tutos de la Croisière. Salut Catel. Bonjour Florian, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ben, c'est avec plaisir et justement, ça fait un petit moment que je voulais faire un petit entretien avec toi pour avoir ton point de vue sur certains sujets, notamment l'entretien de bateau. Et c'est intéressant parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un petit commentaire la dernière fois qui m'a parlé de ton blog en me disant voilà, les tutos de la croisière et nautisme pratique, le combo parfait pour, voilà, pour tout, pour savoir faire sur son bateau. Donc c'était intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, tu sais, voilà, sur Nautisme Pratique, c'est des articles qui portent bien son nom, c'est pratique, c'est du concret pour l'entretien des bateaux, apprendre à faire soi-même les entretiens. Et je voulais avoir ton point de vue à toi sur tes expériences par rapport à l'entretien et les différentes choses que tu as, les petites anecdotes que tu as eues qui auraient pu peut-être éviter avec un bon entretien. Alors c'est vrai que ça c'est toi le spécialiste de l'entretien du bateau. Même si quand on navigue, on doit apprendre énormément de choses en fait. Si on veut vraiment, surtout quand on possède un bateau, on doit avoir vraiment beaucoup de compétences. Alors on les acquiert au fur et à mesure, des compétences en mécanique, électricité, etc. Mais des fois ça foire, Des des fois, il faut fois ça apprendre sur marche le pas. tas. Des fois, on On apprend apprend de sur manière le dure. tas et par essai, erreur, et puis des fois ça pique un peu. Alors, par exemple, moi j'apprécie beaucoup, moi-même j'apprécie ton blog, tu vois, je suis pas professionnelle de la plaisance. Et par exemple, pour refaire la quille de mon bateau, là j'ai un First Class 8, je suis Ah allée oui, regarder un de tes articles pour voir quelles étaient les différentes étapes que je devais suivre. Et puis ça m'a bien aidé d'ailleurs, hein. Merci d'accord. Florian. Ça finit les travaux? Il n'y a plus qu'à remettre la quille en place là maintenant, Parfait. elle est prête. Et voilà, mais par exemple là, tu vois, quand j'ai ramené mon bateau de Lorient l'été dernier, ce bateau, il était en très mauvais état, je le savais, donc j'ai fait très très attention aux conditions dans lesquelles je l'ai ramené, avec vraiment une météo très très douce, très calme. Et bien malgré ça, quand j'ai passé le Ratsin avec, je sais pas, il y avait 10 nœuds de vent, il y avait des coefficients de marée relativement élevés, mais il y avait vraiment du petit temps. Et donc, dans le Ratsin, ça faisait quand même un petit peu de remous. Et il y a un moment, il y avait peut-être 1,50 m de creux, mais sur une petite distance. Et là, la quille s'est mise à battre dans le puits de quille. Et j'ai vraiment eu une petite montée d'adrénaline parce que j'avais peur que ça explose le puits de quille au final, parce que il y avait peu de vent, donc le bateau n'était pas très appuyé D'accord. et par le vent. Et donc la quille, à chaque fois que le bateau retombait dans les vagues, eh bien, elle partait comme ça Voilà, et blam contre le puits de quille. C'est quand même pas surdimensionné non plus, ce puits de quille, c'est un petit bateau, le First Class 8. Et à un ouais. moment, j'ai regardé mon fils qui était équipier, mon équipier du jour, et je lui dis, mais ton téléphone est étanche. Parce que je voyais le moment où on allait se retrouver tous les deux à barboter dans l'eau, parce que si le puits de quille explosait, Ah je ouais, pense là, qu'il ne si, fallait si pas plus il y a eu du de. vent, ça aurait été encore plus problématique, là. Du coup, comment tu as fait? J'ai attendu que ça passe. Qu'est-ce que tu veux, les remous, une fois que tu es dedans, il y avait pas mal de bateaux qui circulaient, hein. C'était en plein été, donc on n'était pas tout seul non plus. Si vraiment il y avait eu un gros souci, on n'aurait pas eu de mal à obtenir de l'aide. Mais j'avais vraiment prévu, vraiment fait très très gaffe à la météo, tout ça. On était très proche de l'étal. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 10-15 minutes, même pas. Mais ça paraît toujours très très long en Ah, c'est fait dans ces toujours très très moments-là. long dans ces Si cas-là. ça se trouve, Ouais. ça a duré, je dis 15 minutes, mais si ça se trouve, ça a duré 5 minutes, tu vois. Mais j'ai eu Ouais. l'impression que c'était tellement long. J'ai filmé d'ailleurs, j'ai mis un petit extrait sur ma chaîne. Et après, on est rentré, on a navigué après, la mer était plate, et puis on est rentré dans la rade de Brest. Et puis là, je me suis promis que tant que la quille ne serait pas réparée, je ne sortirais pas de la rade de Brest. D'accord. Et je m'en Et du suis coup, tenue à. quelle était la cause de ce problème ensuite et comment tu as réparé ça? Eh bien, c'est de l'usure. C'est de l'usure, c'est-à-dire que c'est un bateau qui date de 1992 et puis qui a fait de l'école de régate. Donc, il a été Il a extrêmement beaucoup navigué. sollicité. Mhm.
Et il y avait plusieurs choses, mais il y a des pattes en fait autour de laquelle, enfin il y a un axe dans la quille qui est pris dans deux pattes en métal, et les trous dans lesquels sont pris ces axes, eh bien c'était ovalisé, ce qui fait que quand la quille D'accord. pivote, eh bien elle peut aussi bouger un petit peu latéralement comme ça, voilà, elle n'est pas bien calée parce que les trous dans lesquels circulent les axes n'étaient pas ronds, quoi, tout Ah simplement. ouais, d'accord, ok, je vois. Donc, oui, des beaux travaux à faire quand même. Ah bah, il a fallu déquiller le bateau et démonter tout le système de quilles, quoi, effectivement. Ouais, Mais et toi, bon, donc, voilà, ça s'est bien passé. Ça aurait pu, à mon avis, être grave si j'avais pas fait attention, voilà, à avoir du petit temps pour amener le bateau. Et ça, c'est l'expérience qui fait qu'on fait attention à ce genre de choses quand on connaît pas un bateau, quoi. bien sûr. D'ailleurs, toi, tu as navigué sur beaucoup de bateaux différents, hein, de ce que j'ai lu. Et aussi, par rapport à ton expérience, toi, au niveau de l'entretien, donc, qu'est-ce qui casse le plus souvent, en fait? Qu'est-ce qui lâche avant le reste sur un bateau par rapport à ton expérience? Alors, je sais pas si on peut dire que ça lâche avant le reste, mais ce qui est la principale source de panne, ou en tout cas celle dont je me souviens le plus, ce sont les pannes de moteur. Et pourtant, je fais de la voile, hein, je navigue en voilier. Mais en général, quand on démarre le moteur, c'est qu'on a bien l'intention de compter dessus. Et souvent, c'est à proximité de la côte. Et donc, ça, si le moteur, enfin, dans des chenaux étroits, des choses comme ça, et si le moteur lâche là, ben, l'échouage n'est pas loin, quoi, en fait. Ouais, ouais, ça peut aller Et très très vite s'il y a du vent, quoi. exactement, exactement. S'il n'y a pas de vent, c'est vrai que en fait, tu peux avoir des tas d'avaries. Et en général, tu trouves une solution, tu as beaucoup moins de stress. Mais si tu as du vent, bah, le bateau dérive, tu perds le contrôle. Et si les rochers sont à proximité, c'est catastrophique. Alors ouais, j'ai des exemples de ça d'ailleurs, hein. Première fois vraiment marquante pour moi, j'étais encore stagiaire, donc il y a vraiment très longtemps, en école de croisière en fait, sur la côte nord-ouest de l'Irlande. Et on se réfugiait avant l'arrivée du mauvais temps dans un petit bourg qui s'appelle Port Maggie et qui est au fond, pas au fond, mais qui est dans une rivière. Et donc, il faut passer entre une île, l'île de Valencia et la terre. Et on est rentré là-dedans, on devait être, je ne sais pas, en tout cas, il y avait du courant, il y avait du vent, on était peut-être poussé par le vent, je ne me rappelle plus très bien, ça fait presque 30 ans, hein. Mais ce dont je me souviens vraiment très très bien, c'est du moment où on a vu de la fumée émerger du compartiment moteur. Donc, il y avait un départ de feu, en fait, D'accord. dans le moteur. Et donc, du coup, bah, le skipper a arrêté le moteur, mais on avait déjà affalé les voiles, le moteur tournant, on n'avait aucune raison de les garder, on était en train de rentrer dans un port. Oui. Et comme c'était une rivière, il y avait du courant et il restait du vent, bah, on s'est mis à dériver assez rapidement. Et il y avait un pont qui barrait la rivière, mais le pont était vraiment bas, le bateau passait pas avec le mât sous Et le pas. pont. Ah, d'accord, il y avait une petite urgence là. Et là, il y avait un souci. Donc, le bateau s'est mis normalement travers au vent, au courant, et il a dérivé sur le pont. Et on s'est retrouvé 4 équipiers ou 5 équipiers à repousser sur le pont le bateau. Mais c'était en mélodie. Ça fait, je sais pas loin de 5 ou 6 tonnes. Plus le vent, on voyait les haubans qui commençaient à ployer. Et clairement, Ouh, ça risquait de finir très, très mal. Et d'accord. finalement, le skipper avait ouvert le compartiment moteur et il avait vu que c'était des gros câbles électriques en fait qui avaient commencé à fondre et qui dégageaient cette fumée-là. D'accord. Et bah, il a pris le risque de remettre les batteries, de redémarrer le moteur, tant pis, pour sortir son bateau de ce mauvais pas. Et on a pris le premier corps mort, la première bouée, sans trop savoir ce qu'il y avait en dessous d'ailleurs, qu'on a pu trouver pour pouvoir prendre le temps de réparer au moins provisoirement, quoi. Donc on s'en est D'accord. sorti comme ça. Mais waouh, Petit coup de c'était pression chaud, là. quoi. Et on peut noter Et j'en aussi ai une autre. voilà, l'action du skipper qui a préféré donc de redémarrer le moteur parce que là, c'était une situation qui était plus urgente. Il a fallu faire un choix à ce moment-là plutôt que de inexorablement aller s'encastrer dans le pont, quoi. C'était la bonne Mais tout à décision. fait, en surveillant évidemment. Déjà, on n'était pas du tout sûr que le moteur redémarrerait, hein, puisque comme Ouais, comment dire, les câbles électriques étaient endommagés. Mais bah, ce qui m'est arrivé aussi, c'est dans un chenal, dans le chenal de la Bérille-Dut en Bretagne. Là, c'est moi qui skippais le bateau, donc un petit peu plus tard, un voilier de 13 mètres. Et on sort du chenal, donc on sort du port, donc on n'avait pas encore hissé les voiles. Et le chenal est très étroit et sinueux.
et avec du vent de face. Et le moteur a calé dans le chenal, forcément, Ah oui. vraiment très étroit. C'est toujours au Et meilleur moment. j'avais, au pire moment, en plus, j'avais quasiment que des équipiers qui ne savaient pas naviguer, sauf un que j'ai rapidement envoyé hisser la grand voile. Cela dit, c'était très compliqué d'hisser la grand voile parce que le bateau s'est mis aussi là à travers au vent et avec les lazy jacks, c'était compliqué d'hisser la grand voile et Ah puis oui. on dérivait sur les rochers. Donc là aussi, tu as l'impression que le temps, que ça dure vraiment très longtemps et en même temps que tu n'en as pas assez. Enfin, le rapport au temps est complètement modifié dans ces moments-là D'accord. et c'est l'urgence qui prime. Bon, on a réussi à hisser la grand voile. Il n'était pas possible de jeter l'ancre à cet endroit-là, ça n'aurait pas croché et puis on D'accord. aurait fini sur des rochers. Donc là aussi, tu as la décision que tu dois prendre la bonne tout de suite. Tu n'as pas le droit à 2 essais, quoi. Non, voilà, Tu il ne vois? faut pas se louper, il faut que ça se fasse très rapidement, comme ça, un claquement de doigts, et prendre la bonne décision. C'est souvent ça, mais c'est l'expérience aussi qui parle. Du coup, la panne, ça venait de quoi? Ben là, c'était une prise d'air dans le circuit de Ah, gasoil. Et d'accord. Ah ça, oui, tu vois, c'est un classique. c'est arrivé plein de fois sur ce bateau parce qu'on avait un moteur qui avait. Tu vois, le bateau avait aussi une vingtaine d'années, mais il avait énormément navigué, fait beaucoup de transatlantique. Et le moteur avait énormément d'heures. Je ne sais pas combien de milliers d'heures il avait, mais il en avait beaucoup. Et il y avait, je pense, un problème de surface, en fait, des points d'appui pour les joints, les injecteurs. Enfin, ce n'est pas moi qui m'occupais à ce moment-là de ça, mais j'ai dû mettre les mains dedans, là, pour le coup. Ouais, ouais. Non, mais il y a Et, beaucoup de choses qu'on peut faire on a soi-même, été hein, obligé de mais serrer, tu vois, serrer très très fort, de plus en plus, mais ça, au bout d'un moment, ça marche plus, quoi. Faut refaire. d'où l'intérêt d'avoir un bon entretien de moteur. Ça peut paraître évident, mais voilà, on voit bien que il y a des fois, c'est imprévisible aussi parfois. Mais les constructeurs, ils sont les fabricants de moteurs, et ils proposent des entretiens qui peuvent paraître trop, en fait, trop récurrents et trop fréquents. Mais en fait, c'est vraiment pour être le plus sûr possible d'une bonne opération du moteur, quoi. Donc, souvent, on a tendance à penser que c'est trop, mais moi, avec mon expérience, je dis que c'est très bien donc, de vraiment suivre les préconisations des fabricants. Et il y a certaines choses qu'on peut faire soi-même et d'autres que, personnellement, je pense que ça ne sert à rien de savoir faire et qu'il faut déléguer un mécano, quoi. Mais voilà, donc le moteur, c'est vraiment, même pour un voilier, qui lâche le plus souvent. Et ça peut engendrer des problèmes derrière aussi. Et aussi, par exemple, avec ton expérience, toi, qu'est-ce qui est le type de panne la plus dangereuse? Voilà, quelque chose qui est le plus dangereux, quoi. Mais en fait, ce qui va être dangereux, c'est quand tu as peu de temps pour réagir, finalement. Ou quand tu as un matériel sur lequel tu comptes et tu t'es mis dans une situation où vraiment il faut qu'il fonctionne et puis il te lâche, quoi. C'est plus ça parce que tu peux avoir des pannes, mais si tu as le temps, parce que souvent c'est à cause de la météo, hein. Si la météo est clémente, je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de pannes qui vont Oui. être vraiment, ou d'avaries qui vont vraiment être catastrophiques, sauf peut-être une voie d'eau quand même. Parce que là, mais bon, le mauvais temps, ça aggrave tout de suite. Non, Voilà. voilà, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent et qu'on est à l'arrêt, comme ça, on a encore plus le temps de réfléchir et d'agir voilà, en conséquence, essayer de réparer rapidement. Voilà, c'est clair que le mauvais temps, il va accélérer les choses. Après, si tu veux, les choses les plus dangereuses, on sait sur un bateau, ce qui peut partir très très vite, c'est l'incendie. Tu vois. Donc ça, c'est au niveau du circuit électrique. Là, tu vois, on avait un incendie dans la cale moteur parce que les câbles n'étaient pas suffisamment bien fixés. Et donc, avec les vibrations, ils ont frotté sur le moteur et la gaine est partie. Ça fait un court-circuit. Donc ça, c'est extrêmement dangereux puisqu'un bateau, les bateaux sont souvent en plastique, hein, en polyester. Et alors, ça brûle, mais vraiment bien, hein. Ça va vite, hein, ça va Et très très vite, un donc feu. ça peut vraiment, vraiment être dramatique. Après, il y a une question de sang-froid aussi qui fait qu'une panne, si tu arrives à prendre la bonne décision, à garder la tête froide, tu vas arriver à la gérer. Mais quand même, des pannes qui peuvent vraiment mettre du bazar, voilà, ça va être bon, la voie d'eau, mais tu as l'électricité aussi. Ouais, les pannes Au sens, d'électricité, ouais, ouais, bah, très courant aussi.
de plus en plus de gens naviguent seuls ou en équipage réduit et comptent sur le pilote automatique, par exemple. Et si tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus de pilote. Donc, tu vas t'épuiser à barrer. Alors, en traversée, ça peut être catastrophique. En navigation de nuit, tu ne peux plus te reposer, mais tu n'as plus de feu de mât non plus. Tu Non. n'as plus d'AIS. Tu ne sais plus où tu es, à la limite, si jamais tu n'as pas de tablette, tu n'as pas de téléphone, tu vois. Donc, On tu s'en as un rend enchaînement de compte. circonstances comme ça Mm. qui peut vite te mettre en difficulté. Tu peux pas J'ai pas redémarrer entendu. ton moteur non plus si tu n'as pas Oui, d'électricité. T'as plus- tout à fait. C'est vraiment ça, c'est un peu de réaction en chaîne. Ça m'est arrivé aussi à mes débuts, mais je pense que j'ai fait beaucoup de bêtises quand j'ai commencé à naviguer et j'ai eu de la chance. Donc, du coup, j'ai appris sans trop de conséquences. Mais par exemple, j'étais partie quand j'avais 19 ans avec ma mère et ma sœur, et c'est avec moi qui savais naviguer, sur la brise de mer 28, avec l'idée de partir à Madère depuis Brest. Et puis, dans la traversée du golfe de Gascogne, eh bien, j'avais refait le circuit électrique du bateau pendant l'hiver, mais bon, c'était pas mon métier. Donc, on s'est retrouvé en panne de batterie. Ah, Et dans le calme plat, devant le rail du Cap Finistère, où circulent vraiment beaucoup de cargos, oui. à la tombée de la nuit. Et donc là, pas moyen de démarrer le moteur parce qu'il n'y avait plus de batterie, tu vois. Pas de feu Et de là, je faisais navigation non les... plus. Comment? Pas de feu de navigation non plus. Bah, du coup, ce que je voyais, c'est qu'on n'allait plus avoir de feu de navigation. La nuit tombait. D'accord. Bon, pour barrer, on était trois, c'était pas grave, mais on risquait pas de barrer. Il n'y avait pas de propulsion, on allait être à la dérive puisqu'il n'y avait plus de vent, pas de moteur, pas de VHF pour dire qu'on était à la dérive non plus. En plein milieu du Donc là, c'était chenal. un petit peu critique, tu vois, Mm. un petit peu dangereux et vraiment les cargos, là, ils te paraissent mais immenses et très Ils dangereux. peuvent pas se dérouter, ils peuvent pas t'éviter hein, non plus. Ils sont trop Bah, dans lourds le à rail, ils sont manœuvrer. prioritaires. En plus, ils ne s'attendent pas à avoir à se dérouter, si tu veux. C'est ça. Donc, on s'est quand même tiré d'affaire, hein, la preuve, je suis là, parce que j'ai pu redémarrer ce moteur à la ficelle, en fait, avec un bout. C'était un moteur de inboard, mais de 7 D'accord. chevaux. Et avec un petit peu en s'y reprenant à plusieurs fois, j'ai D'accord. Tu as, réussi à. t'as fait un système avec à accrocher un bout sur une poulie et tu as pu tirer à la main comme ça? Ouais, c'était prévu pour. C'était, Ah, c'était ok. prévu pour ça. D'accord. Donc, je l'avais jamais fait. Au début, j'ai pas réussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour tirer, tu vois, comme ça, la ficelle vers le haut. Je me cognais dans l'encadrement en aluminium, c'était un bateau en alu de la descente, et puis ça fait mal au coude. Oui. Et je manquais un peu de force. Et puis, du coup, comme on était à la dérive, qu'il n'y a plus rien à faire, on a pris l'apéro, en fait. On s'est fait un petit gin tonic toutes les trois en Ok. disant, bon, bah voilà. Et puis, ça m'a redonné un coup de boost. Je me suis dit, non, mais il va démarrer. Il faut qu'il Ah, démarre. t'aurais Et tout là, arrêté. j'étais Il aurait désinhibée. démarré quoi qu'il arrive. Hein. Il fallait, hein. Mais en fait, ça m'a désinhibée. J'avais plus peur de me faire mal, tu vois. Et donc, du coup, là, j'ai tiré comme une malade dessus et c'est parti. Et après, tout est revenu, hein. L'alternateur tournant, on avait de l'électricité. Et surtout, on ne l'a pas arrêté, hein. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est super. Tu nous partages tes anecdotes. Là, on a vu que le moteur, ça peut être un gros souci. On a parlé de la panne électrique aussi. C'est quand même les choses les plus récurrentes. Pour les voiliers, on parle pas mal du haubanage, en fait, du gréement en général. Et surtout que les assureurs, là, ils nous demandent de le réviser, enfin, de le remplacer tous les 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu des soucis avec des gréements? Moi, j'ai jamais eu affaire à un dématage et c'est vrai que quand les assureurs ont commencé à dire ça, on ne vous assure pas si vous ne faites pas changer les câbles de votre gréement au bout de 10 ans. J'ai plein de copains et moi la première, on se dit bah quoi, ça fait, on a des bateaux qui ont 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais dématé, encore un truc pour faire marcher le petit commerce. Business, ouais. Et puis, à bien y réfléchir, je pense pas que les assureurs, tu vois, qu'il y a un complot pour faire payer plus cher les plaisanciers ou faire marcher Ouais, ils ont rien à y gagner directement, hein, en fait. Non, je crois, ils ont surtout ils ont des statistiques en fait sur les Voilà. accidents.
Et donc, le fait de changer tes câbles tous les 10 ans, bah, ça limite quand même les risques. En fait, ce qui se passe quand même, c'est ce que je fais, moi, c'est que j'inspecte régulièrement le gréement. Et d'ailleurs, là, j'ai fait changer aussi tant qu'il y a... Parce que quand j'ai dû déquiller mon bateau, j'étais obligée de le démater aussi parce que je ne pouvais pas le stocker avec juste un mât sans quille. Ça le rendait trop instable pendant les tempêtes de l'hiver, tu vois, au sec. Et donc, du coup, puisque le mât est par terre, eh ben, j'ai demandé au chantier de me changer les câbles. C'est un bateau qui a fait de la régate. Je sais qu'il a été tiré, qu'on a tiré dessus vraiment très fort. Et j'ai été prudente. Mais sinon, on peut vérifier les câbles en montant dans le mât. Après, il faut faire très attention au niveau des sertissages parce que c'est là qu'il y a un peu de stagnation d'eau de mer et qu'il y a plus d'exposition à la corrosion. Mais il suffit que tu aies des taurons qui cassent à l'intérieur du câble, tu ne les vois pas. Non, Ou pire, dans l'enrouleur. Alors ça, par contre, moi, j'ai des amis à qui c'est arrivé, l'étai qui lâche, mais tu ne vois pas parce que c'est caché par le tube de l'enrouleur. Et souvent, c'est l'enrouleur qui provoque ça et parce qu'il y a un émerillon qui ne marche plus. Donc, ça ne tourne plus. Et en fait, quand tu vas faire tourner ton enrouleur, eh ben, tu fais tourner l'étai avec, tu le détoronnes. Du coup, il casse parce casse que sa résistance, elle est liée au fait que les câbles sont enroulés sur eux-mêmes, si tu veux. Ouais. Et ça, ou bien la corrosion, tu ne vois pas non plus. Donc, oui, là, il ne faut pas jouer parce qu'après, si tu démates, pareil, il fait beau. Bon, tu as le temps de couper tes câbles, à condition, c'est surtout s'il n'y a pas de houle. Mais si jamais tu as de la houle, déjà, il faut que personne ait été blessé par la chute du mât. Alors, en général, d'après tout ce que j'ai pu voir, les vidéos et tout, c'est assez lent quand même. Mais bon, tu peux quand même te prendre quelque chose sur la tête. Tu vas Oui, déchirer tes voiles, probablement. Et puis, si le mât est cassé en plusieurs morceaux, tu vas avoir des morceaux qui risquent probablement de tomber dans l'eau et qui vont faire des coups de boutoir contre ta coque et qui risquent de te faire couler, en fait, tout simplement en faisant un trou dans la coque. ouais. Donc, il faut... Et en plus, tu ne peux pas démarrer ton moteur pour essayer de te mettre face à la houle ou pour limiter parce que tu as plein de bouts dans l'eau. Donc, tu Ouais, as toutes les chances de le prendre dans l'hélice, tu vois. Donc, finalement, ouais, tu vois, on a le gréement, l'incendie, la voie d'eau, le moteur, l'électricité. Je pense qu'on a vraiment les 5 points sur lesquels on a vraiment intérêt à être vigilant dans la préparation du bateau. Ouais. Et moyennant quoi. Et puis, la météo, évidemment, facteur Toujours. absolument indispensable derrière. C'est-à-dire, comme Oui, on n'est pas infaillible, faut pas se mettre non plus dans des situations qu'on ne pourra pas gérer, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, ce que je veux préciser, c'est que faire du bateau, c'est bien aussi. Ça se passe bien. Parce que là, on a dépeint un tableau assez noir avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais c'est arrive, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais en ayant, voilà, un bon planning d'entretien du bateau et aussi de formation, parce que les gestes qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut les connaître. Voilà, on va faire en sorte qu'il y ait que du bon, qu'on navigue et qu'on s'amuse entre amis, en famille. Et donc, voilà, c'est des choses qui sont importantes à connaître et à faire dans ce genre de situation. Et dans la plupart des cas, ça se passe très bien, hein. Mais oui, mais tu as tout à fait raison, cela dit, de souligner, de discuter de ces questions-là, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont été dégoûtées de la voile, en tout cas, parce qu'elles ont commencé sur des bateaux qui étaient mal entretenus, en fait. Et donc, elles se sont fait peur parce qu'il y a eu des pannes, parce qu'il y a eu des soucis, que le skipper a angoissé. Et du coup, elles ont cru voir peut-être leur dernière heure arriver, je ne sais pas. On dramatise vite les choses quand on ne s'y connaît pas, tu vois. Donc, Tout à c'est fait. bien de mettre l'accent là-dessus Ben, en pour avoir fait, une bonne aussi, par expérience. exemple, il y a eu, je pense, pas mal de monde qui ont été dégoûtés du nautisme, enfin des bateaux, parce qu'ils ont fait une sortie en mer, ils n'avaient pas trop fait attention à la météo, ils se sont retrouvés dans une situation qui était incontrôlable par rapport à leur expérience. Donc, d'où l'importance de bien connaître la météo, de bien pouvoir anticiper, étudier les cartes, les différentes sources d'informations qu'on a. Ouais, c'est vraiment fondamental. D'ailleurs, sur mon blog, je propose 2 fois par an à peu près une formation sur la météo marine et la navigation côtière pour bien apprendre à maîtriser ces facteurs-là. Et tu vois,
quand on démarre ou quand on n'est pas encore très aguerri, c'est vrai que même ces questions d'entretien, on peut se tromper, comme je disais tout à l'heure, et même quand on le fait bien. Hein. C'est pour ça que si on gère bien le facteur météo, ça peut venir compenser aussi le fait que le bateau n'est pas toujours non plus au top du top pour naviguer. On fait attention, on fait des compromis comme ça. Ouais, Mais non, c'est sûr il que faut savoir ce qu'on fait. voilà, voilà, en sortant par une météo, une mer forte avec du vent, et forcément, ça va mettre sous tension certaines parties du bateau, même à l'intérieur. Il y a des choses qui peuvent bouger et avoir une action. Par exemple, un passe-coque qui a pas été remplacé à temps, qui est assez oxydé. Il y a quelque chose au fond de la cale qui va aller s'appuyer dessus, ça peut casser comme du verre. Hein. Moi, j'ai déjà pris des passe-coques et les casser comme ça entre deux doigts, quoi, tellement ils étaient oxydés. Donc, il suffit qu'il y ait ça pour que ça engendre des problèmes directement. Donc, c'est vrai que la météo, c'est le genre de choses qui va accélérer les problèmes, quoi. C'est le grand test, en fait, pour ton bateau. C'est le test Voilà, grandeur nature. exactement. Bon, écoute, ben, merci Catel d'avoir pris de ton temps pour voilà, venir nous parler, nous partager tes expériences de bateau. Si vous voulez suivre Catel, vous pouvez regarder dans la description, je vous mettrai un lien vers son blog qui s'appelle Les tutos de la croisière et aussi vers sa chaîne YouTube. N'hésitez pas. Merci Florian de ton invitation. Puis continue parce que ton blog, on en a besoin. Nous, on passe beaucoup de temps sur l'eau. Et puis après, si on peut passer le moins de temps possible à chercher comment faire pour entretenir le bateau et aller directement sur ton blog, ta chaîne pour avoir la réponse, c'est bien pratique. Bah, c'est très gentil et merci. Et d'ailleurs, voilà, c'est vrai que par rapport à l'entretien, c'est de la planification. Je vous propose vous qui regardez cette vidéo, de télécharger dans la description mon pack de checklists. C'est un pack de checklists avec des checklists pour la sortie à la journée, pour l'hivernage, des checklists semi-annuelles pour faire des contrôles et des choses à faire tous les 3 ans, 5 ans, etc. Enfin, c'est un pack de checklists complet où vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire soit pour vous, soit pour le déléguer à un professionnel. Mais en tout cas, moi, dans le blog, sur le blog, j'essaie de donner un maximum de choses à faire vous-même et je vous encourage à le faire. Merci, Catel, encore une fois. Et on se retrouve très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Allez, ciao, ciao tout le monde.